Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinécast, épisode en duo, puisque je suis avec Aurel. Salut Aurel. Anyang. On retrouve le setup d'été l'année dernière. Bah ouais, on parce a que tenu le podcast pendant tout l'été, pendant que d'autres profitent de vacances, vague concept Ouais. pour les faibles, on va dire. Exactement. On est le 31 juillet Oui. et on vit dans un monde dans lequel Predator repart en reshoot pour la énième fois. Ce projet pue, mais alors plus le caca depuis. Et surtout, dans un monde dans lequel Mickey vient de racheter la Fox, puisque ça y est, les actionnaires de la Fox ont dit amen à plusieurs milliards de dollars. Et je pense que ton pote le barbu, qui a tout vendu pour 4 milliards, il doit être un peu dégoûté. C'est clair. Donc voilà, c'est officiel. Mickey, en plus de détenir Mickey, Pixar, tout l'univers Marvel, détient maintenant la Fox. Donc Mickey a dans sa poche Die Hard, Alien, Deadpool, X-Men. Donc X-Men dans... Bah oui. Est-ce que c'est pas eux qui vont reprendre les rôles titres des futurs films du MCU quand le grand ménage aura été fait dans Avengers Infinity War 2? Ouais. C'est un peu flippant. C'est clair. Et puis voilà, les Simpsons. Ouais. Eh ouais. Enfin bref, voilà, tout un tas de trucs. Mais voilà, Mickey, Die Hard, Alien. Alors est-ce qu'on va avoir un Alienverse Ce qui fait aussi que plus largement, ça laisse augurer d'une plateforme concurrente de Netflix avec un catalogue de ouf. Ah bah ouais. Avec un catalogue de malades. Bah de toute façon, je pense que si Netflix aujourd'hui, aux petites news, se bat pour acheter tous les films qui sont shut down par les studios, le dernier étant Le Livre de la Jungle de Sirkis, c'est qu'ils veulent étoffer au maximum leur catalogue pour essayer de prendre la marée, quoi. Ouais, sauf que c'est le catalogue pour l'instant. Mais en termes de séries, il apparaît. Alors en termes de séries, il y en a une qui sort tous les 2 jours. Ouais, c'est clair. Donc Netflix a un léger avantage, mais en termes de production cinéma, je pense que tu peux pas tester le catalogue Fox, enfin le catalogue mais regarde, Disney. Annihilation. Oui, mais ça c'est des films de niche. Ouais, mais c'est toi, pas des films populaires. Est-ce que c'est pas ces films-là qui vont capter l'attention, de le toute façon, Scorsese évidemment, eux, ils se gargariseront sans doute de produire des choses un peu plus pointues, un peu moins grand public. N'empêche que en termes d'audience, voilà. Quand les gros trucs arriveront sur les plateformes avec les Disney, avec les dessins animés voilà, Disney et Pixar, enfin voilà, moi je l'avoue, je serai le premier à regarder. Peut-être que Netflix va du coup produire le nouveau film de James Gunn. T'es en forme. Voilà. Bah non, mais c'est quand même assez fou, quoi. On rachète le catalogue Fox, on devient une méga structure, et puis au premier coup de pute, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà, on vire James Gunn, alors qu'il est sans doute le moins virable de tous, parce que alors franchement, t'as qui est le plus autorisant de leur réalisateur, celui qui a le plus imprimé une patte dans son film. Donc c'est quand même une histoire de cinglé. Donc, mais ce qui prouve aussi très clairement qu'il compte brosser le plus large possible et le plus. Ah mais du coup c'est flippant parce que effectivement, toi ça Alien, c'est-à-dire que derrière tu vas te retrouver avec. Enfin, quand on voit que Disney laisse quasiment plus aucune place à la création artistique, ils touchent quand même à des licences. Donc soit ils mettent de l'eau dans leur vin, soit effectivement on va en bouffer. Oui. Mais bon, alléluia, Robocop, reboot. C'est vrai ça. Eh ouais, on l'a loupé ça aussi. C'est Blancamp, c'est ça. Ouais, c'est Blancamp qui a enfin il rattache un truc. Rated R et tout.
Je sais que t'aimes beaucoup le premier. Ouais, enfin, on et aime puis- tous le premier, mais... Non, là, ouais, j'aime beaucoup le premier, mais j'aimais aussi ce que faisait Blomkamp, et je pense que du coup, s'il y en a bien un, autant, tu vois, c'était Padilla, je crois, qui avait fait le reboot, mais qui était prometteur, et on avait qui s'est espéré, fait en fait, que si broyer. tu veux, voilà, qui en fait, le pauvre gars, ça avait été juste un enfer pour lui. Là, Blomkamp, il est un peu plus rodé au studio. Et puis, mine de rien, le gars est quand même assez doué pour faire allier cet univers, pour insuffler en fait un futur très proche de nous, mais à la fois très futuriste. Anticipation, Voilà, être vraiment dans l'anticipation qui colle plus à Robocop, à ce que doit être Robocop, et à mélanger aussi les corps avec les machines. C'est quelque chose qui fait aussi beaucoup. Voilà, donc je pense que c'est un très bon choix. Il faut juste qu'il ait un scénariste. Alors ça, c'est clair. Ouais. Ne l'écris pas. Ouais, ne l'écris pas, monsieur. Laisse faire les gens. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Est-ce qu'il y a, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tu as vu des choses? Un truc dont tu m'avais parlé, tu vois, j'écoute tes conseils. J'en suis fort aise. Glow sur Netflix, voilà, série en collant, néon, drôlissime. fluo. Mais ouais, c'est juste assez drôle. Alors pour rappeler un peu, ou pour ceux qui connaissent pas, c'est une série Netflix, une série américaine qui raconte un truc qui se passe dans les années 80, je crois que c'est 82, 83, je sais plus. Et ça raconte en fait la création du premier show télé de catcheuse sur une petite chaîne du câble de Los Angeles. Et donc ça raconte en fait les coulisses qui vont en fait des auditions des nanas qui sont pour la plupart des actrices ratées ou sur le retour ou traînant dans le cinéma ou n'ayant rien de mieux à faire que ça. Qui n'ont pas tellement le physique des premiers rôles. Le physique de premier rôle, mais on voit qu'il y a des nanas qui galèrent et puis elles vont être castées par un espèce de producteur qui est en fait un golden boy qui vit avec l'argent de sa maman et qui en fait un peu n'importe quoi, qui est drôlissime, qui va aller débaucher un réalisateur de seconde zone connu dans le monde du nanar, nanar porno, le vétéran, voilà, le vétéran, un petit peu une espèce de mélange, je sais pas, pour que la raconte entre je sais pas, entre un peu Argento, tu vois, le côté la moustache lubrique. ouais, c'est ça, donc qui est très drôle. Et tout ça va faire donc on va suivre ces nanas là et l'histoire de toute cette équipe là en fait, parce que c'est vraiment une histoire d'équipe et c'est drôle. C'est drôle, c'est bien fait, c'est très bien joué, t'es complètement emporté par leur enthousiasme, etc. Et c'est vraiment génial, avec moi une mention spéciale sur le gars qui joue le réal, justement, là, cette espèce de vieux mec hyper cynique, blasé, qui est drôlissime, qui est borderline et qui est absolument génial. Qui essaie de placer un sous-texte un peu oui, voilà, anarchique, qui a toujours des ambitions de faire quelque chose et donc c'est extrêmement drôle. Voilà, sans déflorer, il a un projet, un des trucs qui m'a fait le plus rire, c'est il a un projet maudit en fait d'un film sur un voyage dans le temps, etc. Et en fait quand il le pitch, le mec à qui il le raconte lui dit mais t'es con quoi, c'est Retour vers le futur. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que lui accepte de réaliser donc Glow, l'émission pour se faire financer son film. Pour se faire financer le film. Quand il raconte le pitch, un bourré un soir dans une teuf, le mec lui dit mais ton film en fait c'est Retour vers le futur. C'est Retour vers le futur, ça y est, il y a un mec qui vient de le faire. Donc c'est extrême. C'est à base de vannes comme ça, il est dépité, mais c'est des moments très très drôles et les actrices en plus sont toutes touchantes parce que elles font toutes pour plus ou moins différentes raisons ce truc là. C'est des petits épisodes de je crois que c'est 40 minutes ou 30 minutes. Il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons, là on finit la 2e. Mais j'ai pas encore vu. J'ai vraiment hâte de voir la 3e. Donc non, c'est très cool. Donc vraiment un très très bon moment. Et puis un autre truc, on va faire un peu du livre. Il n'y a pas que toi qui fais du bouquin. Ouais, même si je vais parler d'un bouquin. On m'a refilé des mangas, qui est l'adaptation d'un roman japonais, je crois, Les Sommets des Dieux. Je connais pas du tout. Je connaissais pas non plus. Ça raconte en fait, si tu veux,
l'histoire en fait un peu des alpinistes japonais qui se sont confrontés et cette espèce de course en fait à l'exploit. Fin des années 70, début des années 80-90 pour faire des espèces de records fous d'alpinisme comme par exemple la montée du K2 tout seul sans oxygène, voilà. Et donc c'est hyper pointu comme ça. Ouais, alors tu peux te dire comme ça, sauf que l'entrée en fait est assez maligne parce que l'histoire c'est un journaliste qui traîne au Népal. Il devait couvrir une expédition qui montait le K2 et l'expédition a foiré, donc il se retrouve un peu comme un con. Il a pas envie de rentrer au Japon, ça le fait chier. Et il découvre dans une petite boutique un très vieil appareil photo. Et en fait, il l'achète. Et en fait, l'appareil photo serait peut-être l'appareil photo de Mallory qui, en fait, cette expédition Mallory aurait été la première réussite en fait pour gravir l'Everest. Pour gravir l'Everest. Sauf qu'en fait, si tu veux, on ne sait jamais si les mecs sont morts. Sauf qu'on ne sait pas en fait si ils ont atteint le sommet, puisqu'en fait ils avaient cet appareil photo. Donc on ne sait pas si en fait ils se sont grimpés, ils se sont pris en photo et c'est dans la descente qu'ils sont morts, ou si c'est ils sont morts en montant. Voilà, ou si ils sont morts en montant. Mais la réponse est peut-être dans l'appareil photo. D'accord. Et donc du coup c'est toute une enquête et en fait via cette enquête là en fait on suit aussi, on dresse le portrait d'un autre alpiniste japonais et qui est une espèce de terreur des sommets, un peu un autiste qui est bon qu'à ça, mais c'est passionnant. Ça avait été primé à Angoulême en 2005, c'est pas tout jeune, mais c'est très très beau. C'est vraiment génial. Et puis le côté manga s'adapte très bien vraiment à ce récit-là pour donner, tu vois, de l'emphase, du rythme. Il y a beaucoup de tomes. Alors là, j'en suis aux 2 premiers qui sont des gros, c'est des gros volumes. C'est des reliés. Ouais, c'est des reliés. Je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a. Je regarde ça, mais il y en a plusieurs, ouais. Mais c'est vraiment très très chouette. Et puis dernier truc du coup, pour faire un lien, pour ceux qui habitent Nantes et qui nous écoutent, en ce moment, lieu unique, il y a une exposition sur les mangas, je l'ai pas encore faite, je vais la faire à Liège jusqu'au 26 août, donc ça va pas non, ou au mois de septembre, je sais plus, mais en tout cas vous trouverez ça assez facilement. Donc une expo là-dessus, donc il faut que je la fasse et puis peut-être qu'on aura le temps d'en parler à ton retour. Voilà. Un bouquin et film pour moi. Alors bouquin, je t'avouerais que comme on a enregistré il y a un petit moment, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais je ne pense pas. J'ai lu 4-3-2-1 de Paul Auster, qui est connu pour ses fameuses chroniques. Je crois que c'est les chroniques de San Francisco, j'ai un doute. Que moi je n'avais jamais lu, voilà, j'avais jamais lu de Paul Auster. Simplement, il faisait partie des auteurs que j'avais envie de découvrir depuis un moment. Et là, sans que je connaisse véritablement l'objet du bouquin, tout le monde encensait ce livre-là, qui est le premier bouquin qu'il écrit depuis hyper longtemps. En fait. Gros pavé, on est à plus de 1000 pages en grand format, donc tu sens que ça cale les meubles. Et c'est peut-être un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu. Ah ouais. Ça raconte après t'as une brève introduction où on t'explique l'arrivée sur le territoire américain via Ellis Island d'un ressortissant des pays de l'Est, européen des pays de l'Est, qui est donc le premier des Ferguson à arriver sur le territoire américain, donc un juif des pays de l'Est. Et puis il va avoir des enfants, etc. Et puis je crois que on suit la vie de Archie Ferguson, qui doit être son petit-fils ou son arrière-petit-fils, de sa naissance jusqu'à à peu près 20 ou 25 ans. Dans la communauté juive proche de New York, tu vois, des années... fin des années 40, 50, 60. Donc, quand tu commences à lire ça et que tu vois qu'on part quand même très tôt dans sa vie, c'est-à-dire de sa naissance, avec l'histoire de ses parents, tu te dis qu'on va parler de la jeunesse de ce jeune juif, donc du rapport à la religion, du rapport probablement ensuite à la sexualité, du rapport avec la guerre du Vietnam qui va péter à un moment donné, par rapport aux luttes sur les droits civiques, les grandes universités. Enfin, tu commences
à voir un peu tous les thèmes qui vont être abordés. Et puis bah, quand tu vois la taille du bouquin, tu te dis ça va être costaud, charnu, tout ce que tu veux. Le style ça se lit hyper bien, c'est hyper riche, la traduction elle est franchement très sympa, donc tu plonges vraiment dans ce truc-là en te disant que c'est pas non plus hyper original parce que cette période-là elle a été traitée dans plein de romans. Ouais. Que ça touche quand même beaucoup à ce qu'a pu faire Philip Roth notamment, toi, sur les jeunes juifs, etc. Mais ça se lit hyper bien. Et puis voilà, moi j'entame comme ça ma lecture. Et le nom des chapitres, c'est des numéros. Donc 4-1, 4-2, etc. Et puis à la fin d'un chapitre, donc très rapidement, je crois que c'est la fin du premier chapitre, sans déflorer l'histoire, il arrive un événement qui bouleverse la vie de ce Archie Ferguson. Tu passes au chapitre d'après, c'est un peu la suite de tout ça. Comme il y a beaucoup de personnages, tu peux être un petit peu perdu, toi, des tantes, des oncles, etc. Et puis tu arrives au chapitre d'après, et en fait l'événement que tu as vu avant, bah, dans ce chapitre-là, semble-t-il, n'a jamais existé. Donc tu fais, c'est quoi cette histoire? Donc tu reviens en arrière, tu comprends pas, puis tu continues à lire. Et en fait, sans crier gare, tu te rends compte que Paul Auster va te présenter successivement X versions de la vie d'Archie Ferguson en fonction des choix ou des événements qui vont lui tomber dessus. Et donc, ça t'ouvre un champ des possibles qui devient très rapidement complètement vertigineux, parce que bah, ça te surmultiplie les thèmes qu'il va pouvoir aborder. Parce qu'en fonction de études supérieures ou pas, tous les droits civiques dans les universités, les révoltes, etc., avec l'université de Princeton notamment, où il y a eu des émeutes noires, etc., il y a eu qui vont ensuite lier à Chicago, Détroit, le film. Et puis en fait tu vas avoir un Archie qui va en prendre la suite d'un deuxième, et puis au fur et à mesure de tes lectures dans les chapitres tu vois où il va pouvoir faire un embranchement parce qu'il y a un choix majeur qui va être fait, et puis des fois c'est un choix complètement mineur que tu n'avais pas anticipé qui va créer un autre embranchement. Sans spoiler, il y a des embranchements qui vont se terminer plus vite que les autres. Donc c'est toujours hyper délicat à lire. Et il brasse toute une époque en apportant cette originalité d'avoir en fait des archis successifs, etc. Et là où ça devient barjot, parce que 1015 pages, tu te dis, à un moment donné, la crainte, c'est que tu sois paumé entre les différentes versions de ce fameux personnage et que tu saches plus où tu es. Et là où ça devient fou, c'est que au démarrage, pendant quelques chapitres, ils vont se suivre toujours dans le même ordre. Donc tu sais que quand tu vas tourner la page et que tu vas arriver sur le deuxième ou le troisième chapitre d'un cycle, tu vas retrouver le Archie qui a fait ci ou qui a fait ça. Sauf qu'au bout d'un moment, cet ordre-là, il va plus suivre. Donc tu vas commencer à perdre le fil. Sauf quand, ça devient fou, en quelques phrases, il te donne des petites clés pour te dire ah mais oui en fait c'est le Archie qui est parti à Paris ou qui a fait ci, etc. Et donc tu deviens acteur de ta lecture en essayant de trouver par toi-même avant que l'indice n'arrive de quel Archie est-ce qu'on parle. Donc ça devient fou et c'est passionnant parce que au-delà de l'histoire prise isolément, tu as hâte de retrouver le Archie parce que tu as un cliffhanger qui est arrivé, il y a une situation et que tu veux savoir ce qu'il est, donc tu bouffes littéralement le bouquin. Qui parle effectivement de toute une période des États-Unis, d'intégration des Juifs, de toutes les questions qui peuvent se poser. C'est très proche d'un Philip Roth sans le côté très cru, sexualité, etc., même si c'est abordé. Et voilà, tu touches à tout, tu touches véritablement à tout avec un personnage qui, même pas un personnage, plein de personnages. Ses parents vont se séparer, vont rester ensemble, vont se mettre avec un tel, plus un tel. Enfin, ça devient une espèce de monstre littéraire dans lequel, et là c'est un coup de force absolu, tu arrives toujours à te retrouver, à te retomber sur tes pattes jusqu'à la fin qui est brillante. Donc c'est un très bon pavé. Faut pas que ça rebute parce que ça se lit hyper bien et à aucun moment t'es perdu. Donc c'est vraiment, moi c'est un vrai coup de cœur. Et je le conseille vraiment.
c'est pas abscon, toi, c'est pas de la littérature qui va être plombante au possible. T'as pas besoin d'avoir de très grandes références sur cette période-là, parce que il t'explique toujours un petit peu d'où ça vient, etc. Donc t'es pas jeté en pâture dans des conflits d'université où tu te dis, voilà, je sais pas trop où on est, etc. Il te situe toujours les lieux, Princeton c'est à tel endroit, il y a Harvard d'un autre, enfin t'es jamais perdu. Et voilà, c'est vraiment un bouquin passionnant à lire, et qui, moi, m'a beaucoup marqué. Film, donc on est mardi soir, 31 juillet, hier soir, nous sommes allés voir ce qui est pour moi probablement le film de l'année, voire le film de très haut dans mon panthéon, Les Indestructibles 2 de Brad Bird. Je sais pas si toi t'avais aimé le premier. Beaucoup, énormément. Ah mais vraiment, je me suis à l'époque. Qui était sorti il y a 14 ans. Oui. Ouais, non, j'y étais allé et non, c'était très vite une référence. J'avais énormément aimé. Le film m'avait surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, à ce que ce soit aussi bien animé, à ce que l'histoire soit un vrai bel hommage au film, au James Bond. Plus peut-être même qu'aux super-héros entre guillemets. Enfin, avec Lille. Ouais, tout à fait. Tout ça était vraiment surprenant, très fin et en même temps très drôle. Non, tu vois, tu prends tous ces potards. Ouais. Et tu les pousses au max. Ouais, je sais que les premiers retours sont dithyrambiques. C'est barjo. C'est-à-dire que la mise en scène, elle est folle. Tu sais, on te dit, il y a une idée par plan, etc. Ouais. Bien souvent, tu vois pas que ça correspond. Là, il y a une idée par plan. T'as aucun plan qui aurait pu être fait autrement. C'est tellement naturel. Et t'as des idées de mise en scène de partout. C'est-à-dire que la moindre scène de dialogue, elle est parfaitement découpée, parfaitement éclairée dans l'animation, et parfaitement mise en scène. T'as des bastons, parce que ça reste, il y a des scènes d'action qui sont ahurissantes, qui renvoient Ant-Man, toute la production du MCU, mais aux oubliettes. C'est dans lequel tu as une lisibilité absolue, tu sais toujours où tu te trouves, sachant qu'il y a des pouvoirs de vortex, etc. Donc tu vois bien, je te mets machin, tu ressautes d'un autre endroit, très proche d'ailleurs de certaines scènes avec Doctor Strange dans Infinity War, dans lequel tu peux être un peu perdu. Là, tu sais toujours où tu te trouves, et t'as des petites pépites, toi, de scènes dans lesquelles il apporte un dynamisme, il joue avec les perspectives, il joue avec les couleurs, enfin c'est fou. L'histoire, c'est la marque Pixar, c'est-à-dire que tu as tant pour les enfants que pour les adultes, dans des degrés de lecture, sauf que là, le curseur, très étrangement, a été mis beaucoup plus sur le côté adulte que le côté enfant. Donc moi, je le déconseillerais aux plus jeunes, parce que Brad Bird l'a dit d'ailleurs sur Twitter, de gens qui ont amené des jeunes enfants et qui ont été un peu surpris par le fait que certains dialogues sont pas crus, mais sont les monologues entre méchants et gentils, ils sont écrits de manière pas infantile. Donc c'est pas un film pour enfants en fait. Ça peut être vu par les enfants parce qu'ils peuvent, c'est le méchant, c'est le gentil, il y a de la bagarre, c'est pas violent, mais pas trop petit non plus. Mais pour comprendre les motivations des personnages, il vaut effectivement mieux être adulte. L'histoire, effectivement, elle peut apparaître un peu simpliste quand tu as vu la bande-annonce, dans lequel on inverse. C'est-à-dire que dans le premier, c'est lui qui va travailler, elle est au foyer, là ça s'inverse, c'est elle qui va travailler, etc. C'est beaucoup plus que ça. Oui, parce que ça m'étonne pas, puisque déjà le premier était beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Il n'y a aucun personnage qui est mis sur la touche. Bob est extraordinaire, la relation avec sa femme, elle est extraordinaire. Enfin, toute l'histoire se tient, les personnages secondaires sont hyper classe. La musique, tu retrouves les mêmes thèmes, un peu années 60, etc. L'animation, mon pote, mais c'est hallucinant. C'est tout bête. Tout est brillant. Le fait, c'est une suite directe. Ça se passe directement après le premier. Quand l'homme taupe là arrive sur le parquet. Et la manière dont il raccroche les wagons, c'est brillant. Et au niveau de l'animation,
Alors effectivement, on va te parler de la texture, des costumes, etc. Bah oui, au fur et à mesure que la capacité informatique se développe, tu peux mettre de plus en plus de détails. Voilà. Alors il t'envoie du rêve par rapport à ça. Le design, toi, années 50, 60, les grandes maisons à l'ancienne avec des fontaines à l'intérieur, les costumes, la bagnole de Monsieur Indestructible, il y a un train suspendu, enfin toi c'est hyper riche. T'as des références d'architecture partout, mais le seul truc qui te saute à la figure, c'est les rides des personnages. Alors pas les petites rides qui montrent qu'ils ont vieilli, puisque ça se raccroche directement après, mais il y a des rides d'expression dans lequel il met énormément l'accent. Alors ce qui fait que quand tu vois les deux films, je pense à la suite, ça te marque. Mais quand il s'énerve dans les situations, t'as les visages qui se creusent littéralement, et donc du coup t'as du clair-obscur qui se crée sur les visages et qui donne un rendu très années 50-60, toi, les films noirs. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un personnage qui était un peu leur effaceur, qui est un mec sombre en costume, qui fait un peu mafieux. Ben là, en fait, il a des rides, il a les rides d'expression au niveau du nez, etc. Et que quand il parle, tout ça s'anime. Quand Bob commence à s'énerver parce que la maison, ça part en live et qu'il gère pas du tout la situation, tu sens que au fur et à mesure, t'as les rides qui se creusent et t'as une vraie texture. Et du coup, ça rend des personnages qui sont ultra expressifs et t'oublies en fait que dans un film d'animation. Et derrière, t'as tout le savoir-faire de Brad Bird en termes de mise en scène, d'idées qui sont dingues. Donc c'est brillantissime. Et t'as une scène que moi je classe dans le côté Brad Bird, qui est un mec, je sais pas si tu vois à quoi il ressemble pas à grand chose, Brad Bird, mais depuis certains films, tu sens qu'il a un peu un côté sale gosse. Dans Tomorrowland, t'avais une scène qui se passait dans un magasin de jouets, dans lequel il y avait une bombe qui explosait et t'avais des jouets qui étaient rendus, qui étaient un peu vaporisés, et c'était tous vos jouets d'enfance, faut les foutre à la poubelle, y compris le bon gros géant, enfin pas le bon gros géant, le géant de fer, etc., etc. Disney possède Pixar. C'est un film Disney. Disney possède le MCU, etc. Il y a une scène qui montre comment Jack, le bébé, qui a des pouvoirs, on le sait, c'est à la fin du premier, mais il en a beaucoup. Et donc, tu as une petite scène qui peut comme ça avoir l'air de pas grand-chose, mais qui a pour vocation de montrer les différents pouvoirs qu'il va avoir, qui a priori il va utiliser plus tard. Donc, c'est une petite scène d'introduction qui est à peu près au premier tiers du film. Cette scène-là, c'est Jack qui se bat contre une bestiole, contre un petit animal, qui vient fureter dans les poubelles de leur maison. Cet animal, c'est un raton laveur. Et donc, pendant 5-6 minutes, t'as une scène de baston, dans lequel Jack, bébé des années 50-60, qui fait partie des héros à l'ancienne, dont on leur dit pas de cap, qui a des pouvoirs qui sont certes un peu modernes, mais qui est un peu la figure de proue de tout univers rétro, qui fout des mandales au raton laveur, qui est en fait Rocket Raccoon. Et tout ça dans un film Disney. Et tu regardes la scène et tu fais... Il est fou ce mec. Enfin, il ridiculise un des personnages qui est les plus populaires du MCU, qui essaye de se battre comme il veut, etc., face à un bébé super-héros un peu désuet dans un film rétro, désuet parce que tu vois bien le personnage de Monsieur Indestructible, Stinger, etc. Bien sûr. Et cette scène-là, elle passe très bien. La mise en scène est dingue. Ils se battent dans leur jardin, tu vois. Et tu as cette référence-là, tu dis, c'est pas autre, ce n'est qu'une référence, c'est obligé. Sinon, il mettrait un autre animal, il mettrait quelque chose, il mettrait un chat ou quoi que ce soit. Et il glisse ça, et derrière, pof, tu repars sur un autre truc. C'est dingue. Et dernier point, qui est toujours une marque de fabrique Pixar. Il a peut-être aussi un petit compte à régler, parce qu'il a été quand même bien maltraité, bien lâché avec tout le monde. La VF tient la route. D'accord, oui. Alors, on l'a vu en VF. Alors, la voix de sa fille, qui était jouée par Laurie, et pas reconduite, c'est Louane qui fait la voix. Ça passe, très honnêtement. La voix de Bob a changé. Alors, au départ, j'ai eu un peu de mal, mais ça fonctionne. Bon.
Parce qu'il a une chouette voix. Ouais, j'étais un peu déçu. Bah oui. Et du coup, on pouvait le voir en VO, mais ça passait plus tard. Ouais. Et en général, les Pixar sont plutôt carrés au niveau de la VF. Doublage, ouais. Ouais, non, comme en plus, moi je connais le film en VF, je m'étais dit, et donc du coup, j'ai eu un petit peu. Ça me dérange mal. moi, sur ce type de film. Mais voilà, c'est brillant. C'est vraiment brillant à tous les niveaux. Et allez-y, ne serait-ce que pour soutenir directement, indirectement, peu importe, le Brad Bird, qui fait partie un peu des auteurs dont tout le monde dit que c'est un des meilleurs réalisateurs, comme Del Toro. Oui, mais j'ai l'impression que personne ne sait quoi en faire. Et qui... Parce que autant il est vraiment monté en puissance jusqu'au Protocole Fantôme, qui est une réussite, on va en parler certainement dans ce qu'on va aborder, sans spoiler. Et puis il y a cet accident... de Tomorrowland, film incompris, pour moi pas un accident. Ouais, non, moi j'aime beaucoup. Steph n'aime pas du tout. Moi j'adore. C'est imparfait, c'est un peu bancal, mais c'est très chouette. Ouais. C'est une belle proposition, mais bon, bref, qui a pas marché, il en a pris quand même plein la gueule. Pour ensuite, du coup, revenir par ce film-là. Qui est un peu une évidence. Je reprends un projet dont tout le monde me serine avec une suite depuis 10 ans, donc je le fais. Pour livrer finalement quelque chose qui a l'air de dépasser vraiment les espérances de tout le monde en fait. Ah mais pour moi, si tu veux, donc, quand on te dit dans les conversations entre pédopcinéphiles, tu fais mieux les imitations que moi, avec la pipe et la pellicule, où on te dit il y a aucune suite qui dépasse un original sauf l'Empire contre-attaque. Bah voilà, tu mets l'Empire contre-attaque dans ta poche et puis tu le remplaces par Les Indestructibles 2 qui explose toutes les références du premier. Ouais. Littéralement, c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment, voilà, tu pushes the boundaries. Même si moi, c'est Retour vers le futur 2. Tu le mets peut-être au même niveau, mais c'est dingue. Tu prends un shoot de cinéma divertissant, intelligent, sur plein de thèmes, le rôle du père dans une famille, indépendamment des super-héros. Enfin, tu restes sur ces thématiques familiales, mais qui est extrêmement fine. Enfin, c'est un vrai coup de cœur. Et moi, la seule crainte, c'est qu'on se dise ok Brad, t'es sympa, etc. Bon, tes films live, t'y arrives pas, c'est un peu compliqué. Donc reste dans l'animation. T'as fait un chef-d'œuvre avec Le Géant de Fer. Là, tu réitères. Reste dans ton créneau, c'est très bien, et qu'on le laisse pas. On repartir vers le live. Mais parce que j'ai vraiment l'impression que Disney sait pas trop quoi en foutre en fait de ce mec-là. Alors parce que je pense qu'il a la capacité aussi d'envoyer chier les gens en disant je suis pas un yes man. Ouais, c'est clair. Voilà, moi, les choses qui m'ont attiré mon attention. On marque une petite pause et puis on introduit le film de ce soir. Alors Aurel, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Moi, j'en peux plus. On va voir de la moustache. On va voir de la moustache. D'ailleurs, on s'est laissé pousser la moustache. Dommage que ce soit pas filmé. Pas les muscles. Vous ne l'aurez pas. Et du coup, moi, c'est le film que j'attends de cet été, très clairement. C'est Mission Impossible Fallout. Numéro 6. Le numéro 6 du nom, qui nous a envoyé du bois dès les premiers trailers. Depuis, je masque mes yeux, était présent à chaque fois pour pas regarder les bandes annonces, etc. J'ai rien voulu voir de ce truc-là. Je suis comme un ouf parce qu'il y a plein de choses qui, pour moi, clignotent. Donc, c'est les résultats. En tout cas, les premières sorties sont dithyrambiques, les premiers retours sont top. Meilleur démarrage. Là, on a eu c'est un démarrage colossal et qui annonce un très 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 gros carton. Donc voilà, je sais pas si on revient vite fait. Le premier, il a 20 piges, je crois, celui de De Palma. Franchise qui prenait le parti pris jusqu'à maintenant de faire un épisode, un réalisateur, ce qui fait qu'on a eu des films très différents. C'était pas l'objectif au démarrage, parce que De Palma devait faire le 2, puis finalement il a refusé, et c'est là que Tom s'est dit je vais me faire mes James Bond à moi, je vais peut-être laisser le côté ambiance du premier film pour faire des propositions qu'il voulait originales à chaque film. Donc le deuxième, le premier moi j'aimais bien, qui était vraiment sympa
avec qui est quand même bien emballé par De Palma. À part la fin. Oui, alors qui sera toujours discutable, mais qui est pas non plus, voilà, c'est pas non plus l'horreur qu'on nous a décrite. C'est un film qui se regarde toujours aussi bien. Je suis d'accord. Le deuxième, là, on a basculé avec John Woo dans quelque chose qui, voilà, où on installe clairement un peu l'idée du harder, stronger, puisque on se souvient tous notamment de la séquence d'ouverture d'escalade de Tom. Le film est hyper décrié, sauf que tu vois. Moi, je le déteste. Personnellement, j'aime vraiment pas beaucoup ce film-là. Alors, que je trouve ridiculement voilà, mais parce que en fait je trouve que c'est une caricature c'est presque John Woo qui se caricature lui-même, quoi, le coup mais pour autant du dérapage, tu sais, voilà, le coup du, encore une fois, en plus quand tu connais un peu le cinéma de John Woo, tu peux être que déçu parce que ça reprend tous ces tics, donc les colombes, voilà, le comment dire, le coup du pour se remettre du truc dans le sable pour rattraper le gun, t'as déjà vu ça ailleurs. Mais bon, bref. Après, il y a des trucs. Mais oui, la séquence d'ouverture d'escalade où Tom nous fait du Tom incroyable, la moto, etc. Machin. Bref, voilà. Le troisième, on arrive avec une proposition plutôt aussi intéressante qui était J.J. Abrams. C'est mon film Hoffman en méchant. C'est celui qui a le moins marché de tous, mais moi personnellement à l'époque j'avais adoré parce que Abrams a fait en fait un truc assez simple, hein. À l'époque il cartonne avec Alias, qui est une très bonne série, et il en fait, c'est vrai. Il vient de terminer le pilote de Lost. Pour ceux qui connaissent Alias, il fait un truc tout simple, hein, c'est qu'il fait d'un épisode de Mission Impossible un épisode de grandeur nature d'Alias. Sauf que du coup... Avec du gadget... avec aussi une rythmique, avec aussi des dialogues, avec aussi voilà, avec un truc qui est aussi rigolo, par exemple le MacGuffin qui est la patte de lapin. Dont on ne saura jamais ce que c'est. Et dont on comprend strictement rien. Et ben, comme je sais pas si tu te souviens, dans Alias, c'était l'énigme de Rambaldi, dans lequel tu comprenais strictement rien non plus, l'espèce de truc après que tout le monde courait, et voilà. Ça donne un film qui est nerveux, moi je trouvais. Qui a un rythme fou. Voilà. L'attaque du pont reste un morceau d'action extrêmement anthologique, et moi je trouve. Et ça apportait aussi un côté un peu retour sur terre, entre guillemets. C'est-à-dire moins d'esthétique, moins de trucs improbables, plus réel, plus dur, plus nerveux, que j'aimais beaucoup. Après, je sais qu'il a déçu parce que, pour X raisons, notamment le fait qu'on comprenne rien à l'histoire, voilà, je pense que ça a gavé pas mal de gens, voilà. Et puis on arrive à Brad Bird, donc on fait le lien avec ce dont on parlait, et le Protocole Fantôme, qui pour moi est largement le meilleur, avec une multiplicité de séquences folles, voilà. Disons que c'est là avec aussi, du coup, qui reste aussi par contre dans la même veine du réel, voilà, d'Abrahams, mais avec un côté tellement maîtrisé, tellement, là encore une fois, on retrouve l'intelligence de Brad Bird, on retrouve la finesse, on retrouve le côté film d'espion dont tu pouvais avoir, tu vois, mine de rien, dans les Indestructibles, par certains côtés, avec des séquences qui sont emballées, voilà, le moment de bravoure étant finalement même pas le climax du film, mais cette moitié de film qui commence à la tour de Dubaï pour se finir par la poursuite dans le désert. Je crois que ça tient au moins 40 minutes, qui est une séquence mais complètement barjotte, et en fait c'est le premier film qui marque la bascule, enfin l'utilisation que va faire ensuite Tom Cruise, avec un retour à l'équipe aussi, avec un retour à l'équipe, mais surtout c'est le point de départ de Tom Cruise qui veut faire de chaque Mission Impossible un moment de bravoure, avec le truc tourné sans doublure, dans lequel il va proposer une scène ou plusieurs scènes folles, et ça va devenir à partir de ce moment-là pour moi l'une des marques de fabrique de Mission Impossible, avec un rythme, les masques, l'équipe qui va se stabiliser, d'abord l'action, les intrigues avec les complots, les retournements de situation. On a, comment dire, dans l'équipe arrive Simon Pegg. Ouais, et puis la scène qui va d'ailleurs servir de véhicule promotionnel au film, avant les sorties, dans lequel Tom Cruise escalade à main nue sans filet la tour à Dubaï.
ou dans celui d'après, il se suspend à un avion au décollage. Oui, parce que du coup on arrive à celui qui se rapproche un peu de ce qu'on a vu, puisqu'arrive du coup Christopher McQuarrie, alors que moi que je connaissais pour avoir vu Jack Reacher. Que moi j'avais pas trouvé terrible. Mais moi que j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais qu'en fait ce que j'aimais bien c'était une proposition classique en fait de mise en scène, mais en même temps ultra efficace, un goût pour les bastonnades et une utilisation de Tom Cruise qui était, je le trouvais, j'aimais sa brutalité, j'aimais bien sa simplicité et je me disais pourquoi pas. Alors moi c'est clairement comment il s'appelait déjà, Rogue Nation. Rogue Nation. Moi, il m'a un peu déstabilisé parce que je trouvais que quand tu avais on peut dire un truc de la mise en scène de Brad Bird, c'est que c'est quand même une mise en scène qui est qui est ouverte, enfin en tout cas qui est qui a de l'ampleur, c'est un mec où on respire dans les plans. Exactement. Et je trouvais que cette proposition-là de McQuarrie revenait à un film très confiné, puisque les deux moments anthologiques du film qui sont très longs, qui sont toute cette tentative d'assassinat au théâtre à Vienne, qui est dans un lieu confiné, mine de rien, très sombre, où on joue avec les lumières, machin. Et puis l'autre truc qui était la plongée dans les 6 minutes d'apnée là, pour aller chercher la carte mère. Et encore une fois un espace confiné, je trouvais, et du coup j'ai été très déstabilisé pendant longtemps. J'ai pas trop avec ce film là, même s'il y avait des trucs que j'adorais, hein, dans les cascades qu'il faisait, la poursuite en moto qui est encore une fois dingue, tout dans les rues de Marrakech avec les voitures où en fait il fait tout lui-même et voilà, c'est des trucs de fou. Le complot était pas trop mal. Mais voilà, et puis je l'ai réévalué quand même, je l'ai regardé un peu plus à tête reposée, je l'ai revu au moins 3-4 fois et j'ai appris à bien l'aimer, ce film là. En fait moi je l'ai revu la semaine dernière pour préparer parce que le nouveau Fallout a cette particularité dans la franchise Mission Impossible qui est la suite du film réalisé par le même réalisateur. Et comme j'avais vu qu'au ciné, je l'avais pas revu depuis. Donc pour raccrocher le wagon par rapport à l'intrigue. Et en fait, ce qui me dérange le plus dans ce film-là, et ce qui m'a en fait été confirmé par la manière dont les Missions Impossibles, a priori, je dis bien a priori, sont produits, c'est qu'en fait, Tom Cruise avec McQuarrie fixe des scènes d'action. Donc je veux une scène avec un avion, je veux une scène avec une moto, je veux une scène avec un hélicoptère ou quoi que ce soit. Ok, tu la veux où? À Marrakech, tel endroit ou tel endroit. Et puis derrière, en fait, McQuarrie doit trouver un fil qui permet de relier ces scènes-là. Et a priori, là où ça me paraît un peu, mais c'est ce que je crois avoir lu d'une interview de McQuarrie, c'est qu'en fait, ce lien-là qui constitue en fait l'histoire se fait pendant le tournage. Oui, parce que alors c'est pas étonnant parce qu'en fait McQuarrie, c'est comment en fait si tu veux Cruise connaît McQuarrie, c'est qu'il débarque en fait sur le protocole fantôme pour rafistoler l'histoire. Et donc en fait, appris, moi. Et ensuite, et du coup, parce que McQuarrie à la base c'est un scénariste. Ouais, voilà. Et du coup, quand tu regardes sur les scénarios sur lesquels il a bossé, il Age a of fait Tomorrow, voilà, Age of Tomorrow, qui est moi je comprends pas pourquoi ce film-là est pas plus apprécié que ça, parce que c'est un très bon film de science-fiction, franchement. Et en fait, moi je trouvais que les rebondissements sortaient un peu de nulle part, c'est-à-dire que t'avais un emballement, puis hop, le film s'arrêtait, et t'avais l'impression de bon, alors maintenant on fait quoi, on va où? Ah mais oui, il faut qu'on aille chercher la puce, machin. Bah oui, et hop, tu sautes comme ça, et t'as plus cette côté fluide où tu sens que tout le film a été pensé en amont dans ses moindres détails, et t'as un peu un gros coup d'accélérateur, effectivement, qui est un truc où tu te prends plein la gueule, puis hop, ça s'arrête, et t'as un peu Tom Cruise qui regarde les autres en disant bon, alors maintenant, faut qu'on a loupé la piste, il faut qu'on reprenne, toi, c'est un... Ouais, bien sûr. Des petits trucs comme ça. Et puis là, du coup, chose étonnante, Rogue Nation est un gros carton, très bien accueilli, etc. Et là, Tom Cruise décide pour la première fois, du coup, de reprendre le même mec, de reprendre finalement le même méchant. Aussi, ouais, Sean Harris. De reprendre le même personnage féminin. Ouais, mais qui était là
la bonne idée de Ouais, de non, mais Harrison. et du coup, si tu veux, c'est un peu étonnant. C'est ce qui rend aussi le projet intriguant, parce que pour le coup, c'est finalement une suite j'ai l'impression qu'on va nous proposer une suite à Rogue Nation. Pour aller où, je sais pas, mais c'est du coup ça en devient du coup surprenant et très ce qui rend encore plus les choses très excitantes, avec l'apport quand même aussi. Moi je tiens à ce mec-là, Norrie Cavill. En méchant à moustache, alors on a beaucoup rigolé pour sa moustache, Non, parce c'est que pas sa en méchant. putain de moustache, ça lui. Ah oui, de méchant. En tout cas, quand il est présenté dans la bande-annonce, tu vois que c'est le poil à gratter. En tout cas, ils vont forcément, je sais pas si. Avec c'est le mec qu'on intègre au chausse-pied Voilà. et qui va Qui a un pas peu l'air- bouleverser. qui a pas l'air très apprécié. Méchant quand il met des patates. On leur fout dans les pattes, quoi. Ouais, voilà. Qui porte très bien la moustache, parce que quand même il pue le charisme à 150 mètres, ce mec-là. Je suis content pour lui en plus, parce que je le suis depuis le départ dans. Les Tudors, c'est ça? Ouais, dans les Tudors, où il tire la dragée haute à Jonathan Rhys Meyers largement, et comme c'était un personnage qui historiquement restera le meilleur ami d'Henri VIII pendant très longtemps, si tu veux, tu le vois vraiment dans toutes les saisons, quoi. Et c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. Moi, je l'adore en Superman, même s'il a été charcuté, maltraité par Justice League, mais la proposition de Snyder qu'ils font tous les deux, je trouve, est plus qu'honnête. Et il n'y a pas de question sur le charisme, sur l'interprétation du. Ouais, mais il apporte autre chose. Ouais. Il apporte autre chose. Il apporte voilà, une gravité qui était voulue à l'époque, hein, mais qui est très chouette. Donc voilà. Et puis il y a des petits copains aussi qu'on aime bien retrouver. Il y a Simon Pegg, voilà, Ving Rhames qui décidément est toujours là, quoi. Mais ouais. Et puis plutôt cool. Qui veut dire, moi je fais mon Mission Impossible tous les 2 ans, je prends mon petit chèque, tout va bien. Maintenant je fais les barbecues, ça se voit. C'est clair. Et puis... Oh putain, non. Mais non, mais je déconne. Non, mais c'est cool, t'es content de retrouver ce genre de truc-là. Et puis, moi j'aime bien aussi, j'espère qu'on aura aussi. Alec Baldwin, ça me fait marrer. Mais oui. Moi, je suis pas trop quoi. Voilà, ce mec-là est un type qui est extrêmement drôle et méconnu en France, parce que nous on garde l'image du Golden Boy des années 80, justement rival de Tom Cruise, et puis qui après s'est planté, qui a plus jamais rien fait. Et en fait, c'est connaître totalement la carrière aux États-Unis de ce type-là, et notamment je vous recommanderai jamais une série. J'en parlerai tout à l'heure. Tiens, paf, dans l'idée de recours. Donc bon, voilà. Grosse intro là, on va se précipiter au ciné parce que la séance va pas nous attendre, et on vous retrouve juste après pour vous dire ce qu'on a pensé de ce Mission Impossible 6 Fallout. Alors on sort du ciné, on a vu donc le film en VO, pas 3D parce qu'il est en 3D a priori, 3D IMAX et compagnie. Ouais, non. Voilà, le film sort demain, donc on va pas vous spoiler. On était en avant-première, on n'a pas été invité par Tom, que ce soit clair. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on va essayer de pas vous spoiler l'histoire. Tu commences, je commence. Vas-y. Alors, étonnamment, j'ai eu du mal à rentrer dans le film pour une raison que je peine en fait à encore à comprendre. Et en fait, le film a déstabilisé, peut-être comme Rogue Nation a pu le faire. J'ai un peu l'impression, ouais. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, les Missions Impossibles restent quand même très très balisées, surtout, on l'a dit, depuis le film de Brad Bird, avec le côté scène de furieux, scène complètement ahurissante avec Tom Cruise, check. Scène dans laquelle il se met l'évasion de la prison, l'évasion de la torture dans Rogue Nation, etc. Et puis surtout un rythme qui est vraiment le côté roller coaster. Et là, j'ai vu Rogue Nation pour me remettre le film en tête, avec, je trouve, une introduction qui est hyper efficace, c'est-à-dire que le film te démarre, il y a une scène, elle dure 2 minutes, il rentre dans le fameux disquaire, tu vois le méchant tout de suite, en fait.
le Solomon Kane, dans Protocol, dans Rogue Nation. Ah oui. Et puis le briefing il dure 20 secondes, tu comprends tout de suite, ça c'est les méchants, etc. Après derrière l'histoire va se ramifier. Mais t'as hyper efficace, puis après paf t'enchaînes, tac tac tac, Marrakech, machin, la plongée, donc bref. Et là en fait la séquence d'ouverture, alors on va vous spoiler mais c'est les premières images du film, puis de toute façon il y a toujours le briefing qu'on va lui donner, ça, c'est immuable. Je trouve que la scène elle a pas de gueule en fait. Ta première entrée dans le film, c'est de nuit en Écosse ou à Dublin, je sais plus. De nuit, il prend le paquet, il s'assoit, puis là, il regarde un truc. Alors t'as Tom qui fait c'est très grave, etc. Pour vous donner un pitch de l'histoire très rapidement, il a chopé Solomon Kane, c'était le côté intéressant de la fin de Rogue Nation, c'est que le méchant pour une fois ne mourrait pas, même si c'était un peu le Moriarty ouais, il y avait un peu ce côté-là de Tom Cruise, parce que plus malin et toujours une étape d'avance, du comme un miroir, voilà, aussi une sorte de les mecs ont la même formation, faisaient le même job, il y en a un qui a basculé. Dans Rogue Nation, il poursuit le syndicat qui est créé donc par les autorités britanniques, avec à sa tête l'équivalent britannique de Ethan Hunt, qui en fait est tellement sous couverture qu'il fait un peu ce qu'il veut et va complètement partir en vrille, et donc utilise ça pour déstabiliser le monde entier. Là, grosso modo, on nous explique que les petits potes du syndicat ont continué sans leur boss, ce qui n'était pas prévu. On crée les apôtres, c'est le choix des noms quand même, qui veulent acquérir 3 bombes nucléaires. Et donc on dit à Ethan Hunt, il faut que tu arrives en amont pour choper les bombes nucléaires. Et puis, donc c'est le briefing. Toi qui a pas de gueule, on voit... le truc est projeté, il dit oh là c'est grave, il faut que j'y aille, puis hop t'arrives sur un deal où il a la possibilité de pouvoir intercepter les bombes largement en avance. Alors comment, pourquoi on sait pas, mais on s'en fiche. Et là l'humanité de Tom Cruise, enfin de Ethan Hunt, fait que la mission est pas un succès, et on va lui reprocher d'avoir laissé les bombes se barrer, et faisant planer une menace nucléaire planétaire. Et c'est la raison, parce qu'il a merdé, grosso modo, qu'on va lui filer dans les pattes Henry Cavill, qui est un mec de la CIA. Et après le film part comme ça, ils partent tous les deux bras dessus pour aller continuer la mission. Sauf que jusqu'à l'arrivée d'Henry Cavill, je trouve qu'il n'y a pas de mise en scène. Et pourtant, toi, la séquence du deal foireux, elle est pas hyper originale. Non, elle est bien emballée, mais sauf que plus. Donc t'as toujours pas ton côté coup de poing qui va direct entraîner le t'as la musique, etc., qui part quand même, mais un peu à plat. Et puis finalement, là où tu commences à sortir un peu, c'est l'arrivée d'Henry Cavill, parce qu'effectivement, mastoc, etc. Et puis on arrive sur le premier moment de bravoure, qui est le fameux saut en haute altitude, ouverture, le halo jump, qui pour moi est massacré. Parce que dans sa toute première partie, il y a c'est les conditions météorologiques qui sont aggravées, et qui sont, ça pue la CGI. C'est la réflexion que je m'étais faite, c'est-à-dire qu'on nous l'a vendu comme un truc, regardez, il l'a fait vraiment. Et il le fait vraiment. Oui, mais ils ont tourné 180 jours au-dessus de Paris, en tournant 3 minutes par jour. Donc pendant qu'il fait les scènes de la fameuse poursuite parisienne dont on a tant parlé, la nuit, en fin de soirée, il tourne ça. Et effectivement, il le fait lui-même. Sauf que quand tu vois la scène là, y a plus moyen de se rendre compte que c'est lui qui l'a fait. T'as l'impression que c'est fait en studio. Tu te dis putain, mais en fait c'est un peu gâché, jusqu'à ce qu'il traverse sa couche nuageuse et que tu vois Paris. Ça reste hyper impressionnant, mais à partir du moment où tu le sais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai glissé à ma femme, il l'a fait vraiment. Elle me dit ah bon, parce qu'on me voit pas bien. Non, non mais d'accord. Sauf que du coup, si tu veux vas-y, continue. Et puis en fait, derrière, tu vas le Grand Palais, c'est Vienne, sauf que t'as pas la même tension, parce que t'as pas les mêmes enjeux. Et puis en fait, tu te retrouves un peu comme ça, et en fait j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que j'étais probablement trop dans la comparaison avec celui d'avant, et j'avais du mal à percevoir le même rythme, en fait le côté roller coaster. Et donc je trouvais que c'était un peu lent, toi. Paris et tout le reste, c'est tu sens qu'on n'est pas sur le même pied au plancher, avec cette espèce d'urgence de conduire la mission tambour battant parce qu'il faut, parce que sinon ça va être la fin du monde.
Là, tu le sens que les intrigues se prennent plus de temps à se mettre en place, même si l'avantage, c'est que ça me semble mieux écrit et t'as pas le coup d'arrêt de bon, maintenant on fait quoi? Alors attends, stop. Alors, tu penses qu'il faudrait aller à tel endroit ou tel autre? Ouais, dans tel autre c'est bien. Hop, hop, tu enchaînes. Là, c'est beaucoup plus fluide, mais c'est plus lent. Et ça m'a un peu perturbé. J'ai pas retrouvé le côté roller coaster du film, etc. Et en fait, j'ai eu vachement de mal. Tu reconnais effectivement des scènes de poursuite, de baston, dans lesquelles je pense que quand t'es réalisateur et que t'as Tom Cruise sous la main, mais c'est du bonheur en barre parce que tu peux mettre la caméra devant lui et t'as pas de triche en fait. Donc tu peux être au plus près des choses. Donc effectivement, c'est hyper impressionnant. Je pense que c'est le film de l'action de l'année sans aucune difficulté. Mais tu retrouves pas en fait les codes de Mission Impossible, et jusqu'à les 2/3 du film, je voyais pas en fait où il voulait en venir. Quel était en fait le sous-texte de pourquoi est-ce que tu lèves le pied, parce que derrière les intrigues sont un peu compliquées. T'as une scène dans laquelle les choses se démêlent un petit peu, dans laquelle les masques tombent, qui est un peu aussi une marque de fabrique de Mission Impossible, qui est au démarrage un peu confuse, mais qui finalement s'en sort très bien. Mais en fait, je voyais pas l'angle d'attaque, si ce n'est d'avoir le même film que Rogue Nation, mais sans le côté pied au plancher, et on y va, et on y va, et on y va. Jusqu'à une scène, dont on va pas parler, qui se situe dans le dernier endroit du film, où, pour moi, mais ça arrive peut-être un peu tard, d'autant que un des twists, une des révélations, je trouve, arrive très tôt dans le film, et tu le vois venir à 3 km, on va pas en parler non plus. Donc jusqu'à une scène où, plus j'y pense, plus le film, en fait, change de focale complètement, et donne une clé de compréhension que peut-être que c'est moi qui l'avais pas perçue avant, sur le côté apocalyptique en fait de la situation de Tom Cruise, et que c'est plus une course contre un terroriste ou contre un truc, c'est une course contre l'annihilation en fait, qui nécessite peut-être qu'on y prenne plus de temps pour poser des scènes, poser des personnages, et pour en fait parler d'Ethan Hunt, pardon, qui est jusqu'à présent une coquille vide. C'est-à-dire que c'est un agent, c'est le meilleur agent, qui a toujours la bonne idée, etc. Mais ses motivations, au-delà de je suis le chevalier en armure et je vais sauver le monde, tu les connais pas plus que ça. Et en fait, je trouve que à y repenser, ce qui m'a déstabilisé, c'est que on aborde autre chose que moi j'avais pas du tout vu venir, c'est les motivations du personnage. C'est cette scène qu'on va pas non plus détailler, même si c'est dommage, de Vingrames, de Luther, qui a une scène de dialogue qui sort de nulle part, qui peut d'abord prêter sourire parce que c'est pas non plus le plus grand acteur du monde. Non, mais il le fait particulièrement bien. Il le fait bien, et en fait, tu vois pas le petit uppercut venir sur ce terrain-là qui touche à la conception du monde et au rôle que joue Ethan Hunt, super agent qui s'ignore un peu là-dessus. Et puis je te dis, jusqu'à cette scène-là qui pour moi sort le film un peu, pas d'un marasme, mais d'un sentiment un peu perdu, de pas avoir le film tambour battant, coup de poing, et cette scène-là me dit mais oui, mais putain, mais en fait il veut pas parler de ça. Il veut parler du fait que Tom Cruise est fou. Pour moi, c'est ça la clé du film. C'est-à-dire que Tom Cruise est dépeint comme étant de moins en moins en rapport avec la réalité. Il est toujours en but à expliquer aux autres, mais si, on peut le faire comme ça. C'est d'ailleurs le contrepoint avec Henry Cavill, qui est présenté comme étant vous êtes le scalpel, moi je suis le marteau. Et tu sens qu'on est dans une autre, dans un penchant vers une autre manière d'avoir des espions, dans lequel Hunt est complètement dépassé, et le côté on repose sur un homme providentiel qui est capable de tout, ça marche, tant mieux, mais à un moment donné ça ne marchera plus, et il se retrouve même à convaincre les propres mecs de son équipe de ce qu'il peut le faire, sauf que les mecs en doutent de plus en plus. Et c'est ça en fait qui pour moi sauve un peu tout le film, dans le sens où sous couvert d'un rythme un peu plus lent, on parle plus du personnage que de ses performances qui restent barjots malgré tout,
Et le dernier tiers du film, c'est Tom Cruise qui se trouve confronté à son propre discours visant à dire « je peux tout faire ». Et au fait qu'en fait, il en vient lui-même à en douter. Et la dernière scène d'action du film, il ne fait que se dire « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». Je pense pas qu'il en soit persuadé, mais il essaye de s'auto-persuader qu'il peut le faire. Et est une espèce de course contre le côté inéluctable de ce que t'es peut-être dépassé ou de ce que peut-être t'es fou en fait. Et que ça passe, tant mieux, mais à un moment donné, ça passera plus parce que tu vas tomber sur un mec plus malin, plus fou que toi, et ça donne un côté très crépusculaire du film que j'avais, mais alors pas du tout vu venir, et qui, encore une fois, je me répète, et je vais te passer la parole, rééclaire tous les doutes que j'avais pendant peut-être une heure et demie de film, même si ce qui m'inquiète, c'est la dernière scène qui est un peu plus légère et qui me laisse craindre très conventionnel que toute cette sous-thématique que je trouve peut-être un peu trop cachée pourrait être exploitée dans la suite des films. J'adorerais voir en fait ce que le côté il s'énerve de plus en plus. C'était déjà le cas dans Rogue Nation face à son équipe ou face à Alec Baldwin qui doute de lui. Et tu as vraiment des scènes dans lesquelles il pète un câble dans les briefings en disant mais si, il faut faire comme ça. Solomon Kane, c'est vraiment le méchant. Et tu sens qu'il est de plus en plus isolé dans son délire en fait. Et voilà. Donc du coup, mon expérience spectateur, ça a été pendant 1h30 de dire ouais, c'est un peu lent. Ok, scène d'action. Waouh, putain, c'est fou. Il est barjot ce mec. Il a quand même 56 ans. Et la scène de poursuite en moto dans Paris, elle est dingue. Mais j'ai pas eu ma scène d'ouverture. La scène du saut, elle est un peu limite. Effectivement, Cavill, il te met des patates de ma boule. Il est ultra charismatique. Mais il me manque un truc jusqu'à ce que pour moi, ce que j'interprète comme étant le vrai fond du film me pète à la gueule en un dialogue. Et là, je me dis waouh, oui, ok. Mais pour retomber assez rapidement, parce que j'ai pas l'impression que la fin va permettre de continuer à creuser cette thématique-là que je trouve hyper intéressant et que je souhaiterais qu'elle soit développée par la suite. Voilà. Donc grand film, mais qui mérite, je pense, ce qui est fou pour un Mission Impossible, de recreuser un peu les choses. Ouais, c'est ça, c'est que peut-être pour la première fois, on en ressort avec une vision de se dire, moi je me suis dit, putain, c'était dense en fait. Dans ce que le film voulait me dire, dans ce qu'il cherchait à raconter, en fait. Etc. Et finalement, ce sous-texte, ce qui est, moi j'ai compris que c'est, assez rapidement qu'il y avait peut-être autre chose parce que l'introduction en fait de quelque chose qu'on n'avait jamais et d'ailleurs qui exploite ce truc-là, c'est que très régulièrement en fait on va avoir soit là c'est sans spoiler mais des cauchemars. Ouais. Ou des visions. La répercussion des actes. Fallout, c'est peut-être pour moi la première fois que le second titre d'un Mission Impossible prend tout son sens, y compris sur le personnage. Et du coup, ce qui fait que très rapidement, c'est très clairement un film qui tourne plus sur à creuser effectivement le personnage d'Ethan Hunt. Qu'est-ce qui fait marcher ce mec-là et quelles sont les répercussions que ces décisions qui peuvent être ultra limites du coup sont amenées à faire. Et donc du coup c'est vrai que du coup ça installe une atmosphère très particulière autour du personnage de Hunt qui encore une fois on va chercher à le faire passer pour le vrai méchant, toujours cette histoire-là que tu retrouves sur Rogue Nation, puisqu'on se demandait aussi si c'était pas lui, etc. Même dans Protocol Phantom, parce que Protocol Phantom, c'est ça. Dans le premier, c'est la même chose. Enfin, tu vois, l'histoire de ce mec-là, c'est qu'en gros, il fait un truc bien, et puis il y a un moment où ça merde, et on se dit, bah non, en fait, c'est toi le connard. Et du coup, qui sera une énième fois pointé du doigt, avec la mise au banc de son équipe, etc. Mais là, ça va atteindre et ça va pousser des choses un peu plus personnelles. Et avec, c'est clair, une approche en tout cas de ce personnage-là, dans des... parce que si tu veux, c'est un peu aussi un bulldozer par moment,
Cruise, enfin en tout cas Ethan Hunt, c'est pas un type qui, même si sous des alertes très malin, très réfléchi, il peut être assez radical. Il est capable de... Et là, en fait, t'as vraiment des séquences qui sont des séquences, donc soit de cauchemars qu'il a, ou de visions de ce qui pourrait se passer, qui sont conséquences. Extrêmement noirs, extrêmement dramatiques, qui font qu'il y a effectivement une atmosphère particulière qui fait que ce film-là est assez particulier. Je te coupe 2 secondes. Je pense que tu vois la scène de la porte de garage qui s'ouvre. Elle est géniale. J'ai pas compris les rires. Bah si, elle est fun celle-là, elle est marrante. Non, la porte de garage qui s'ouvre et Hunt qui parle en français. Et qui va s'excuser des conséquences de sa propre présence. Non, mais si, parce que cette scène-là, elle est en 2 temps, en fait, si tu veux. Elle est drôle. Oui, elle est drôle sur l'ouverture, mais comme si tu vois, ils sont tous en train de faire un truc chelou et que forcément... Voilà, on les surprend, il y a cette scène de Hunt qui regarde un peu... Mais après, très vite, effectivement, quand il est le premier à comprendre que ça va déraper, et donc tu glisses sur un second temps qui est plus dramatique. Mais pour autant, les gens ont ri dans la salle. Oui, alors, est-ce que c'est le fait de le voir parler en français? Oui, il y a ça. Ouais, mais moi, je trouve pas la scène, la deuxième partie, elle est pas drôle. Elle est révélateur parce qu'il se retrouve confronté à la conséquence de ses actes là devant lui. Tu sais, c'est un peu le thème de pour raccrocher le wagon, c'est très capillotracté, mais la scène d'ouverture de Batman contre Superman où la destruction a des conséquences directes. Qu'on peut plus, les destruction porn à un moment donné, je pense que c'est un genre qu'on va mettre un peu au rebut à un moment donné parce que aujourd'hui on comprend plus qu'on s'attache pas aux conséquences de ces monstres qui détruisent tout. Et là ils sont. Mais là oui, là c'est un peu ça et du coup ça va du coup être c'est ça le thème puisque ça va du coup et c'est là où je trouve que le film est malin en fait, c'est qu'il rattache en fait dans la mythologie en fait de ce personnage-là, on va le raccrocher à son intime qu'on n'avait plus abordé depuis un moment vraiment. Jamais tellement. Si celui où on l'avait le plus abordé finalement, c'était celui avec Abrams où très clairement il avait une nana, elle était enlevée, elle jouait dans le film, c'est plus un ressort qu'autre chose. Oui, mais et on l'avait laissé un peu tomber dans le protocole fantôme pour le raccrocher un peu en filigrane, en faire une espèce, tu sais, d'histoire mythologique. Ils ont tué sa femme, il les a retrouvés un par un, il les a défouraillés tout seul. Enfin, c'est la légende en fait de Dunt vis-à-vis de Rainer, etc. Et là, pour du coup, il y a un autre, mais qui est fait, je trouve, de façon plus intelligente puisque ça le ramène à clairement le constat est un peu bof de son côté quoi. Il est encore une fois désavoué alors que il fait ce qu'il peut pour sauver y compris du côté perso t'apprends effectivement cette scène de dialogue qu'en fait c'est quand même un peu la merde quoi, c'est un peu la loose. Et que le mec il a pas suivi, est très clairement borderline. Il n'a pas suivi Rebecca Ferguson qui a priori lui avait proposé de mais de tu décrocher. comprends aussi pourquoi parce que c'est très très compliqué aussi de notre côté donc parce qu'il n'y a que ça. Donc voilà, donc c'est ce film là qui est je trouve un parfait mélange de ça avec moi du coup je trouve que encore une fois Macquarie nous fait une mise en scène qui est très léché, très efficace, même si c'est vrai que le départ est un peu poussif, mais très rapidement je trouve que visuellement le film est magnifique, la direction, c'est très beau, la scène au Grand Palais, toutes les scènes au Grand Palais sont magnifiques, les shots blanches sont superbes, tout ce qui est corps à corps, baston, effectivement la scène de toilette que vous apercevez avec Henry Cavill, elle est au-delà de ce qui se fait, elle est barjote de mise en scène et de chorégraphie, franchement c'est assez malade. La scène d'hélicoptère. La scène d'hélicoptère, elle est lisible déjà, elle est folle. Oui, parce que on va pas spoiler, mais Tom Cruise, il est au démarre de la scène, il est pas dans l'hélicoptère. Non, mais non. Il va un peu le choper au vol. C'est fou, quoi. Ouais. Donc vous aurez votre voilà. Moi, ce que j'ai après aussi beaucoup aimé, c'est que c'est un film qui est très référencé, mais très référencé
D'une part, je pense que c'est le premier de mémoire, parce que je vois pas trop, mais c'est le premier qui fait autant de clins d'œil et autant de rappels aux autres épisodes de la série. Moi, il y a au moins 3 épisodes qui sont cités. Il y a les épisodes de John Woo, il y a les épisodes de J.J. Abrams, il y a celui de De Palma. Soit par des scènes, soit par des noms, soit par des références données comme ça. Et je trouve ça effectivement hyper intéressant, parce qu'encore une fois, ça se rapproche à la thématique. C'est-à-dire que ce mec-là, depuis 20 ans, en gros, qui dit fourraille tout le monde sur la planète, il y a bien un moment où tout ça, effectivement, a des conséquences. Et c'est un peu aussi... En fait, je touche du doigt. Ce qui m'a gêné, c'est que Mission Impossible n'est plus un film pop. Non. Dans lequel tu prends ton rail d'adrénaline. Sans autre conséquence, si tu veux. C'est un film d'espion, tu retrouves ça, plaisir, etc. T'as une vraie gravité. C'est plus un film pop, c'est un film assez crépusculaire. Dans le sens où il est aussi, finalement, et moi je trouve qu'il se rapproche beaucoup du premier, paradoxalement, qui était aussi très sombre. Et moi en fait ça m'a déstabilisé parce que je m'attendais pas parce que tu vois, c'était le premier, c'est que c'est quand même une chute. Je veux dire, c'était la bande qu'il avait déjà, c'était pas lui le leader, il travaillait pour une espèce de figure paternelle qui était, tu sais, John Voight. Voilà, donc et c'est la descente aux enfers de toute son équipe qui en une mission est complètement décimée, quasiment. Lui il est trahi, etc. C'est l'ultime baffe. Et tu sentais qu'il y avait du personnel dedans, et là t'es un peu dans ce cadre là où aussi ça va aller jusqu'au personnel. Après je trouve que voilà, ça fonctionne très bien. Cavill est top et apporte ce vrai contrepoint, effectivement, qui est chargé en fait aussi un peu de ringardiser son boulot, en lui disant tes méthodes de staré, là t'es gentil, mais là, on le chope, on l'interroge, on l'emmène à Guantanamo, toi tu vas vouloir mettre un masque, enfin c'est complètement débile. Voilà, on le chope, on le prend, on le waterboard, et puis il nous dira, on aura tout ce qu'on... Voilà, point barre. Et puis si t'es pas content, de toute façon, tu peux pas être ce mec. Donc voilà, il y a tu noteras quand même, petite parenthèse, qu'on n'a pas trop de rapport d'échelle. Je pense que Tom a dit je veux bien qu'il me ridiculise au niveau musculaire, mais je veux pas qu'il paraisse plus grande que moi. Parce que j'ai un petit complexe par rapport à ça, et ça je veux pas. Et moi j'attendais de ce qu'à un moment donné, il y a Henry Cavill qui arrive, qui le surplombe un peu de toute sa masse en disant bon. Ça se passe comment? Voilà, après je trouve que du coup c'est aussi plus juste au niveau des personnages, je trouve. Simon Pegg est beaucoup moins cette espèce de machine à vanne sur pattes qu'il a pu être aussi en étant trop... parce que dans Protocole Fantôme, c'était des aventures de Benji et Ethan quand même. Et parce qu'ils étaient plus que tous les deux, je sais pas si tu te souviens. Et du coup, et c'est un petit peu ça. Là, on revient à quelque chose. Il est toujours drôle dans le Kremlin. Mais voilà, mais il est toujours drôle. Mais c'était un petit peu ça. Rebecca Ferguson, elle est toujours là. C'est un vrai contrepoint. En plus d'être, je la trouve magnifique cette nana. Elle est super belle. Mais elle apporte quelque chose qui en plus est beaucoup plus développé, qui est bien. Ving Rhames, étonnamment, fait sa meilleure sortie. Effectivement, lui aussi, il n'est pas laissé de côté, je trouve. On lui donne des moments. Cette scène-là, et puis t'en as un autre à la fin quand il se retrouve tout seul. Mais c'est pour ça que je dis. Il est là, quoi. Donc ça rééquilibre, je trouve, un peu le truc. Et ils sont vraiment tous une équipe à essayer. Cette fois, c'est plus Tom qu'on balance dans un dernier souffle. Tu sais, allez, vas-y, putain, il reste 100 mètres à faire pour déjouer le complot. Il y a que toi qui peux le faire. Là, c'est tous ensemble. On est dispatchés. Il faut qu'on, voilà, on a chacun un truc à faire. Avec cette idée dingue qui est toujours pour une fois. Si ça merde, alors on va pas vous raconter le dispositif de la scène. Ça merde. Mais Tom, lui, n'en subira pas les conséquences puisqu'il est pas sur place. Oui. Donc, et quand il te dit je vais y arriver, ouais, enfin, si t'y arrives pas, mec, c'est les autres qui vont morfler, mais pas toi. Et donc, pour une fois, certes, c'est pas lui qui est directement en danger parce que c'est lui qui va essayer de désamorcer la bombe et qui est directement au contact. Il perdra tout, par contre. Effectivement, il perd tout. Mais c'est son acte de bravoure, s'il merde, n'aura pas de conséquences physiques pour lui, mais pour les autres. Et toi, c'est tout un contrepoint qui
qui est très nouveau pour la série et qui bouscule les codes d'une manière que moi j'anticipais pas du tout. Après, ce que j'ai aimé aussi, voilà, après peut-être le rétrospectivement, alors le méchant Sean Harris, c'est toujours aussi, je trouve, la voix de ce mec, il est flippant. Et puis quand il est ça quinte, ça envoie, il bouge très bien, machin. Le seul petit bémol, ce serait effectivement, pour moi, cette fin vis-à-vis du méchant. Ouais, je suis assez d'accord. Et ce dernier plan... un peu jovial, un peu... Ouais, qui dénote complètement... en plus, avec les... C'est comme si c'était rien passé, quoi. Alors, est-ce que c'est pas... il s'est rien passé parce qu'il faut qu'on affiche qu'il s'est rien passé parce que tout va bien et que derrière, dans sa tête à lui, ça cogite? C'est un peu bizarre parce que, du coup... on a failli tous mourir, ha ha ha. Mais sauf que ça correspond pas avec la gravité de ce qu'on a mis dans le film, et notamment aussi de ce personnage-là en le confrontant. Mais bon, après, donc je me demande, voilà, parce que là, c'est sûr, hein, vu le carton que va faire le film, où est-ce qu'ils vont aller. Moi, je m'attendais à ce que toi, la fin, ce soit qu'il fasse ha ha ha, etc., mais qu'il y a alors, je m'attendais presque à une scène post-générique. Moi aussi, alors du coup on est parti avant, je sais pas trop si elle y est ou pas, je crois pas non plus. Non, mais j'aurais bien aimé avoir un bout de générique, ça s'arrête, et puis c'est mis putain, Marvel, merde. Mais ouais, non, mais dans lequel tu sens que tout ça cogite dans sa tête et qu'il n'en sortira pas totalement indemne. Bah ouais, mais... Et là, ça ouvre les champs des possibles. Il repasse en mode Terminator, enfin en mode pop tout de suite. Mais bon, après, voilà. T'as l'impression qu'ils vont aller boire une bière en disant hey. Mais tu vois, la fin du protocole fantôme pour ça était géniale, puisque du coup, je sais pas si tu te souviens, ils étaient à Seattle et ils rejoignaient sa nana. Du coup, Rainer, on lui expliquait qu'en fait, il y avait eu beaucoup de conneries de raconter. C'était une légende urbaine, ce qu'il avait entendu sur lui, qu'en fait, la réalité c'était. Et tu sais, ils finissaient autour d'un verre, un peu buddy movie, quoi. Et puis ils partaient tous. Voilà, bon, tu vas faire quoi? Moi, je vais là, allez, avec la promesse de se revoir, mais on savait pas trop quand. Qui était plutôt cool. Et là, t'as pas trop ça, mais bon, après... mais je suis épaté quand même de ce que peut faire Macquarie. Là, n'empêche qu'il a clairement, pour moi, haussé le niveau. Et même si je garde... je pense que le protocole fantôme, pour moi, reste devant. Celui-là, il vient clairement, pour moi, le tutoyer et le gratter un petit peu. Faudrait que je le vois. Moi, j'ai un peu été pris au dépourvu. Ouais, mais je me demande si je vais pas non plus le revoir aussi. Ce qui est dingue, parce que c'est peut-être... Je m'attendais pas du tout à ça. Non. Est-ce que tu... Oui, une recommandation, mais en 30 secondes. Allez, vas-y, moi je n'en ai pas, je suis un peu sous... Alec Baldwin, donc j'en parlais comme ça, c'est pas qu'un mec qui s'est tapé Kim Basinger et qui était marié avec, et qui a été un des couples, les Brangelina des années 80. C'est surtout un mec qui a une seconde partie de carrière extrêmement intéressante. Trouver 30 Rocks, la sitcom qu'il avait, qui est absolument génial, dans lequel il est absolument génial. Je crois qu'il y a quasiment 10 saisons. J'ai pas vu. C'est absolument top. Voilà, c'est absolument top. Vous allez beaucoup rire. Il est complètement cinglé. Il fait un dirigeant de chaîne télé qui produit un show qui est absolument à mourir de rire. C'est complètement barjot. C'est superment surréaliste. C'est écrit par Tina Fey, qui est Saturday Night Live et compagnie. Donc voilà, trouvez-vous ça pour voir ce qu'elle fait avec Baldwin, qui sera sans doute le prochain maire de New York. Je l'annonce. Il est chaud. Il est chaud. Il est très populaire à New York. Très, très populaire. Voilà. Ok. Bon, et ben c'est sur ce mot de la fin qu'on vous quitte. Allez voir Les Indestructibles, véritablement. Ouais. Allez voir Protocole Fantôme. Non, Fallout. Fallout. On vous a pas trop spoilé, etc. Attendez-vous peut-être pas forcément à voir le Mission Impossible dans lequel vous vous glissez dans vos petites charentaises en disant un truc qui prête pas à trop de conséquences, un peu le James Bond, etc. Parce que Macquarie a donné un ton à son film qui est très particulier et qui donne un peu plus de profondeur. C'est ça qui rend le film intéressant. Ouais, franchement. Donc allez-y, foncez et puis commentez, dites-nous ce que vous avez en pensé, etc. Et puis nous on se reverra prochainement pour commenter un nouveau film. Salut tout le monde. Salut. Listen to me. Don't move.
Thank you.